Bien, dernière vidéo donc sur ce chapitre 8 concernant le financement de l'économie et deuxième partie sur l'État. Donc finalement, on a vu que l'État français notamment avait des déficits depuis 1975, que ces déficits génèrent de la dette, puisque la dette est l'accumulation de déficits. En fait, la question à se poser, c'est savoir si c'est une bonne chose ou non au niveau économique. Et en fait, on va essayer de voir que le point positif de la dépense publique, c'est qu'il y a un effet de relance. Le seul problème, c'est en fait, la dépense publique peut engendrer ce qu'on appelle un effet d'éviction, qui est nuisible au secteur privé et donc finalement à la production nationale. Alors on va déjà commencer par l'effet de relance avec le document 16. Donc je vais le projeter comme ça, ce sera peut-être plus simple. Je ne vais pas comment dire, décortiquer complètement ce document. Je pense qu'il est assez clair et vous avez le temps chez vous de bien le regarder, mais juste pour vous montrer finalement pourquoi lorsque l'État dépense, finalement, ça stimule l'activité économique. Alors, regardez, on va utiliser ce premier tuyau là. Donc, l'État envoie ce qu'on appelle des revenus de transfert. Donc, ça peut être les minima sociaux, les allocations chômage, finalement les aides sociales. Et donc, ces aides sociales vont aux ménages et ça va permettre aux ménages de consommer. Et l'augmentation de la consommation des ménages va inciter les entreprises privées à produire plus, ce qui est logique, puisque s'il y a plus de consommation, les entreprises vont être incitées à produire plus pour faire plus de profits et, in fine, plus de bénéfices. Donc, on comprend bien que là, cette dépense publique va relancer l'activité économique, va stimuler l'activité économique. Même chose, vous avez l'État qui fait des dépenses d'investissement dans les infrastructures, en construisant des routes, des autoroutes, des ports, des aéroports. Et donc cet investissement-là, hop, va stimuler aussi la demande de biens et de services, ce qu'on appelle la demande globale. Alors la demande globale, en fait, c'est la consommation finale des ménages et de l'État, c'est l'investissement des agents économiques et des organisations productives, et c'est la demande extérieure via les exportations. Voilà donc ce qu'on appelle la demande globale en économie. Donc je reviens sur notre État qui investit dans les infrastructures, dans les routes, les autoroutes. Tout ça, finalement, ça va créer des emplois, puisqu'il va falloir produire les routes. Donc, qui dit création d'emplois dit augmentation du pouvoir d'achat, augmentation de la consommation. Et donc, pour répondre à cette consommation, les entreprises privées vont devoir produire plus. Euh, Ça signifie aussi que l'État va probablement acheter des biens d'équipement, c'est-à-dire des machines, auprès des entreprises qui fabriquent ces mêmes machines. Et donc tout ça, ça va augmenter la production de ces entreprises, ça va créer des emplois, ça va diminuer le chômage, ça va augmenter la consommation, ce qui va encore d'autant plus inciter la production. Donc voilà, vous avez en fait comment dire, un réel rôle de l'État pour relancer l'activité économique et stimuler l'activité économique. Alors maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des fuites. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est merveilleux si par exemple on est dans une économie totalement fermée et où les ménages n'épargnent pas. Voilà, en fait, en l'occurrence, c'est tout le contraire. Il y a de l'épargne, il y a notamment de l'épargne de précaution aujourd'hui parce que les ménages ont peur du chômage, parce qu'ils ont peur de l'avenir, etc. Donc les incertitudes par rapport au contexte actuel fait que les ménages ne consomment pas la totalité de leurs revenus. Et puis, bien évidemment, nous sommes en économie ouverte, donc les ménages ne consomment pas que des produits nationaux. De ce fait, ça limite, bien évidemment, tout ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que si l'État, par exemple, donne des allocations chômage, des aides sociales aux ménages, et que les ménages consomment essentiellement des produits étrangers, l'État, finalement, français, va comment dire, nourrir la croissance économique de nos partenaires commerciaux. Donc, par exemple, si vous avez des ménages qui consomment des produits allemands, grâce à des aides sociales, comment dire, données par l'État français, ou en tout cas transférées par l'État français, et finalement, ce transfert d'argent ne va pas aller stimuler la production des entreprises nationales, mais ça va aller stimuler la production des entreprises allemandes. Donc vous voyez,
en fait, ce système, cette idée que lorsque l'État investit, transfère de la richesse, stimule la consommation, stimule l'investissement, stimule la demande globale et donc ensuite va inciter les entreprises nationales à produire plus, c'est valable à 100% quand l'économie est fermée. Ça fonctionne moins bien, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis que ça fonctionne moins bien quand il y a des fuites, fuites provoquées par l'épargne, fuites provoquées par le fait de consommer des biens étrangers et fuite aussi par l'évasion fiscale, c'est-à-dire que en fait, l'État peut transférer des richesses, l'État peut investir sans trop accroître le déficit, notamment quand il a des recettes. Bien évidemment, si une partie de ces recettes fiscales manque parce que vous avez des personnes qui, entre guillemets, optimisent, font de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts possible, ça fait moins de recettes pour l'État français, ça fait aussi une capacité à dépenser, à investir qui est beaucoup plus faible. Juste pour vous donner un ordre d'idée, l'évasion fiscale aujourd'hui en France, elle est estimée, hein, alors c'est une estimation, ça vaut ce que ça vaut, elle est estimée à 80 milliards d'euros en moins hein, de pertes de recettes fiscales. Je vous rappelle, hein, si on revient sur ce petit document, je fais un petit retour en arrière, 80 milliards d'euros, hop, c'est le niveau des dépenses d'éducation et de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'avait pas d'évasion fiscale en France, si tout le monde payait ses impôts sans chercher à faire de l'optimisation fiscale et à payer le moins d'impôts possible, en fait, les dépenses d'éducation et de recherche seraient parfaitement couvertes et en fait, on n'aurait plus de déficit en France. Hein, ça, je crois que c'est quand même assez important à préciser. Donc, vous voyez, le rôle de l'État, le déficit hein, et les investissements publics vont stimuler l'activité économique, même si, encore une fois, y a des fuites qui nuancent mes propos. Alors, là, une petite question, en fait, hein, une politique de relance budgétaire suppose de baisser les impôts. Oui, c'est une solution. D'accord. Augmenter les impôts, non. Hein, d'accord. Quand on cherche à relancer l'activité économique, on n'augmente pas les impôts, puisque si on augmente les impôts, bien évidemment, finalement, les ménages pourront moins consommer, et s'ils consomment moins, ou en tout cas s'il y a un ralentissement de l'augmentation de la consommation, les entreprises vont ralentir leur augmentation de la production, et donc ça va plutôt, ça ne va pas stimuler l'économie, au contraire, ça va plutôt la ralentir. Voilà pourquoi augmenter les impôts, en fait, c'est contraire même hein, à la relance budgétaire. Donc la relance passe par la baisse des impôts et la relance passe par l'augmentation des dépenses publiques, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on l'a vu avant avec ce schéma, il faut transférer plus de richesses. Et il faut investir dans les infrastructures. Alors je vais me permettre une petite ouverture rapidement. Si vous voulez, hein, ce qu'il faut comprendre, pourquoi le transfert de richesse permet de stimuler l'activité économique via la consommation. L'explication est relativement simple, si vous voulez. Le transfert de richesse hein, se fait principalement des ménages aisés, donc riches, hein, vers les ménages plus modestes, plus pauvres. Or, en fait, hein, les plus modestes, les plus pauvres vont consommer la quasi-totalité, de leurs revenus. Ce qui est assez logique puisqu'en fait ils n'ont pas tous leurs besoins comblés. Donc quand ils ont une augmentation de leurs revenus via des transferts de richesse, via des aides sociales, ces ménages vont consommer en fait principalement et épargner finalement très très peu. Alors que finalement les personnes très riches, très aisées, elles ont déjà hein, une très 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 grande partie de leurs besoins comblés et donc de ce fait augmenter leurs revenus ça va plutôt se transformer en épargne et beaucoup moins en consommation. Hein, pour le dire un petit peu simplement, si vous donnez 100 euros à un joueur de foot comme Neymar qui doit être à 15 ou 16 millions d'euros par an, si vous lui donnez 100 euros, ces 100 euros finalement il va en faire quoi? Il va les épargner puisque finalement il a déjà accès à peu près à tout ce qu'il souhaite. Si maintenant vous allez donner 100 euros à un ouvrier de chez Peugeot en intérim jeune, ces 100 euros ils vont être probablement consommés parce que cette personne a plein de besoins qui ne sont pas encore comblés. Voilà. Donc quand on fait un transfert de richesse en fait, des plus fortunés vers les moins fortunés, ça stimule la consommation, ça stimule la demande globale et ensuite ça va inciter les entreprises, puisque la consommation augmente, à produire plus. Voilà. Donc on peut baisser les impôts.
On peut augmenter les dépenses publiques, hein, comme je l'ai expliqué avant, quand on fait des routes, on crée des emplois, on crée du pouvoir d'achat, on crée de la consommation, et ça stimule la production nationale. Bien évidemment, hein, baisser les dépenses publiques, c'est contraire à l'idée même de relance, c'est-à-dire que quand on baisse les dépenses publiques, on ralentit en fait l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages, on ralentit la création d'emplois, euh, etc. Donc, excusez-moi, j'ai des messages qui s'affichent, je les enlève. Euh, donc en fait, deux solutions pour faire une vraie politique de relance, hop, baisse des impôts et augmentation des dépenses publiques. Alors, euh, l'effet de relance est d'autant plus élevé que, bien évidemment, il faut que le taux d'épargne soit faible, hein, d'accord? Puisque si on crée des emplois via des investissements publics, si on augmente le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes via les transferts, mais que ça se transforme en épargne, eh ben, la consommation ne va pas augmenter et les entreprises privées ne seront pas incitées à produire plus. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet sur la croissance économique. Donc, il faut que le taux d'épargne soit faible, hein. Bien évidemment, il ne faut pas que le taux d'épargne soit fort. Ça ne marche pas. Ensuite, il faut que la part des importations dans les dépenses soit faible. Si la part des importations dans les dépenses des ménages est élevée, en gros, hein, si les ménages consomment principalement des produits étrangers, le fait d'augmenter le nombre d'emplois via les investissements publics, le fait d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes via les transferts sociaux, etc., finalement, ça va principalement se traduire par une augmentation de la consommation de produits qui viennent de l'étranger. Ça ne va absolument pas stimuler la production de nos entreprises nationales et donc finalement l'effet de relance, hein, l'effet positif sur l'activité économique n'aura pas lieu. Donc deux conditions pour que l'investissement public, en fait, hein, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pourquoi le déficit public peut-il stimuler la croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de la production? Il y a deux conditions nécessaires à cela. Le déficit est efficace pour stimuler l'activité économique si le taux d'épargne des ménages est faible et si les ménages consomment principalement des produits locaux. Voilà. Et troisième question par rapport à ce document, hein, à court terme, la politique de relance budgétaire augmente le déficit et la dette de l'État ou diminue le déficit et la dette de l'État. Bien évidemment, à court terme, en tout cas, il y a une augmentation du déficit et de la dette de l'État. Toutefois, normalement, hein, si tout se passe bien, à long terme, le déficit va se réduire et la dette de l'État va également diminuer parce que si tout a bien fonctionné, c'est-à-dire que l'État a dépensé de l'argent, a creusé son déficit pour créer des routes, des autoroutes, euh, ça a créé des emplois, ça a augmenté le pouvoir d'achat des ménages, ça a augmenté la consommation. Ensuite, les entreprises privées, pour répondre à cette augmentation de la consommation, ont investi davantage, donc ce qu'on appelle, hein, l'augmentation de la demande globale, tout ça. Ensuite, l'investissement des entreprises privées génère une augmentation de la production. Cette augmentation de la production va se traduire par plus de profits, in fine plus de bénéfices et donc plus d'impôts sur les sociétés. Donc vous voyez, hein, il y aura plus de recettes fiscales via l'augmentation des impôts sur les entreprises. S'il y a moins de chômage et plus d'emplois, les ménages vont consommer davantage, vont payer plus d'impôts sur le revenu, donc plus de recettes pour l'État. Tout ça, finalement, ça va permettre une réduction progressive du déficit. Donc vous voyez, au début, on a augmenté le déficit et puis naturellement, parce qu'on a relancé l'activité économique, parce que la production augmente, parce que la richesse augmente, le déficit se réduit et in fine, la dette commence à diminuer. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est ce qui se passe quand on fait une politique de relance. Au contraire, quand on fait une politique de rigueur, donc la politique de rigueur c'est le contraire, on augmente les prélèvements obligatoires et on diminue les dépenses publiques. Si je reviens un petit peu en arrière avec ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo, là, ici, hein, entre 2009 et 2017, on voit bien qu'on était en pleine politique de rigueur. On a fait une politique de relance en 2009, donc on a explosé le déficit, hein. On a augmenté les dépenses, on a diminué les recettes, et puis à partir de 2010, vous voyez, hein, réduction du déficit, on a commencé à augmenter les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire à augmenter les recettes publiques, à diminuer les dépenses et à faire une politique de rigueur, ce que certains aussi appellent une politique d'austérité, hein, et on a vu les déficits se réduire.
Mais, hop, bien, je remets le micro. Donc ça c'était pour l'effet positif. L'effet entre guillemets négatif, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Euh, alors en fait, hein, un effet d'éviction, c'est quand quelque chose chasse une autre chose. Voilà. Donc il y a un effet d'éviction lorsque l'État a du déficit et lorsque l'État s'endette. Voilà. Alors vous avez le document 17 ici, hein, qui est tiré d'un manuel de première. Je vais pas vous le lire et puis je reviendrai peut-être très très vite sur ce graphique. En fait, si vous voulez, l'effet d'éviction, il s'explique de la manière suivante. Il y a deux effets d'éviction. Lorsque l'État français a du déficit, il y a déjà un effet d'éviction réel. Parce que quand l'État a du déficit, c'est un agent à besoin de financement. Et pour trouver finalement les agents à capacité de financement, l'État va émettre des obligations sur le marché financier obligataire, sur le marché obligataire. Et vu que l'État français est quand même un agent entre guillemets très solvable, hein, très sûr, hein, d'accord, ce n'est pas un agent risqué, les investisseurs vont être incités comment dire, à lui prêter assez facilement de l'argent. Donc lorsque l'État émet beaucoup d'obligations, il va tout simplement attirer les agents à capacité de financement, c'est-à-dire attirer les capitaux disponibles, et donc bien évidemment bah, c'est de l'argent en moins pour le secteur privé. Or c'est quand même le secteur privé qui est principalement source de croissance économique. Donc vous voyez, le déficit, s'il est très important, finalement, ça va se traduire par moins de capacité d'investissement pour le secteur privé. Donc ça veut dire aussi moins d'innovation, moins de création d'emplois dans le secteur privé, etc. Donc un effet d'éviction réel, en fait, l'État chasse, entre guillemets, hein, l'argent disponible, ou prend plutôt pour lui l'argent disponible sur les marchés financiers, et donc l'État va chasser le privé en quelque sorte, hein. Et puis il y a un effet d'éviction par les taux. Donc là, je vais regarder le petit graphique après, hein. Donc des États qui sont lourdement endettés, qui ont du déficit et donc qui doivent s'endetter sur les marchés financiers de manière importante, finalement, ça va créer une demande de fonds prêtables sur les marchés. Donc, vous voyez, en fait, ici, vous avez un très beau graphique qui vous illustre ça. Là, vous avez donc la courbe d'offres sur les fonds prêtables et la courbe de demande en bleu clair, hein. Première courbe de demande sur le marché des fonds prêtables. L'État a un déficit. Il arrive sur le marché financier pour demander des liquidités, et ben, ça va tout simplement se traduire par un déplacement vers la droite de la courbe de demande de fonds prêtables, tout simplement parce que il va y avoir une très forte demande de la part de l'État de financement. Et donc, ben, qui dit déplacement de la courbe de demande vers la droite dit augmentation des taux d'intérêt. Et l'augmentation des taux d'intérêt, ben, ça va augmenter tout simplement le coût de l'endettement des agents privés. Donc les agents privés auront beaucoup plus de mal à se financer, donc moins d'investissement et un ralentissement de la production et du chômage. Voilà. Donc pour bien comprendre cet effet d'éviction finalement engendré par l'endettement des États sur le marché financier, vous pouvez reprendre la vidéo à partir de 2 minutes 47 que vous avez dû commencer normalement et la terminer. Voilà, donc conclusion en fait là-dessus, l'État est un acteur important dans l'étude du financement des agences économiques, car généralement les États ont un déficit et donc des dettes. Autrement dit, les États sont des agents à besoin de financement. Pour se financer, ils passent par le marché financier, plus précisément ce qu'on appelle le marché obligataire. Généralement, l'État s'endette pour stimuler son activité économique, mais ceci n'est pas toujours positif, car il y a des fuites, épargne, importation et évasion fiscale. Et l'endettement de l'État provoque des effets d'éviction. Donc finalement des effets négatifs vis-à-vis du secteur privé. Voilà.